Au sommaire de cette édition, marche des opposants mauritaniens à Nouakchott ce jeudi. Ils exigent une élection présidentielle transparente. Poursuite de grève, interpellation du Parlement sur l'adoption des textes portant réforme de l'enseignement supérieur. Le point de la situation dans les universités nigériennes dans ce journal. Explosion d'une bombe au Pakistan, bilan, plusieurs personnes tuées et de nombreux autres blessés. Ravi de vous savoir nombreux pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, l'opposition mauritanienne a défilé ce jeudi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour exiger sa participation à la supervision de l'élection présidentielle de 2019. Elle exige la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour une représentation équilibrée entre le pouvoir et l'opposition. Voici les images du mouvement. À quelques mois du scrutin présidentiel censé se tenir en juin, l'opposition mauritanienne manifeste pour exiger des mesures garantissant la transparence, notamment une commission électorale neutre et la présence d'observateurs indépendants. Ils étaient des milliers de Mauritaniens à prendre d'assaut les rues de la capitale Nouakchott à l'appel de l'opposition ce jeudi. Nous sommes inquiets à cause des dernières élections qui ont été marquées par la fraude. Nous sommes inquiets parce que les signes que donne le gouvernement aujourd'hui ne sont pas encourageants pour celui qui espère avoir des élections transparentes, honnêtes et ouvertes. Nous voulons, à travers cette position, obtenir une CENI indépendante, effective, qui va garantir un processus électoral dans la transparence, l'indépendance, qui permet à tous les acteurs de jouer et de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Voilà. Les opposants exigent également un audit du fichier électoral qui doit faire l'objet d'un recensement complémentaire du 24 avril au 4 mai. La Mauritanie est dirigée par Ould Abdelaziz, un ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014. Il ne peut se représenter au terme de son second mandat qui s'achève au mois d'août prochain. Au Soudan, après plus de 3 mois de contestation, le président Omar el-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir ce jeudi. Suite à sa destitution, le ministre de la Défense et vice-président soudanais a été nommé à la tête du Conseil militaire de transition. Voici les détails. Au lendemain du coup d'État ayant destitué le président Omar el-Béchir, des manifestants soudanais ont bravé le couvre-feu, imposé dès la première nuit par l'armée, déterminée à ne pas laisser les généraux du régime déchu maintenir leur emprise sur le pouvoir. Ils affluaient par milliers ce vendredi devant le QG de l'armée à Khartoum, alors que le Conseil militaire de transition instauré pour 2 ans doit donner une conférence de presse sous peu ce vendredi. Le dit conseil sera dirigé par le ministre de la Défense, Awad Ibnouf, qui a annoncé à la télévision d'État la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef, Omar el-Béchir. Si pour l'instant aucun incident n'a été rapporté, de nombreux soldats sont visibles dans la foule. Ils discutent sans animosité avec les contestataires. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté ce jeudi les militaires à intégrer les civils pour cette transition. L'Union africaine a pour sa part critiqué la prise de pouvoir par l'armée, estimant qu'elle n'est pas la réponse appropriée aux défis du pays. De son côté, l'Égypte voisine s'est dit confiante dans la capacité du peuple et de son armée à mener à bien cette transition. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar s'est exprimé sur la situation au Soudan voisin. Il a dit ce jeudi espérer que la destitution par l'armée du président soudanais Omar el-Béchir n'affecterait pas le processus de paix en cours dans son pays. Au reportage. Les plus hautes autorités civiles et ecclésiastiques du Soudan du Sud se sont retrouvées mercredi et jeudi pour une retraite spirituelle dans la résidence où loge le pape François.
À l'issue de cette rencontre, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a dit ce jeudi espérer que la situation au Soudan n'affectera pas le processus de paix dans son pays. Pope Francis made it possible. Le pape François m'a permis de venir ici et d'y participer. Ma participation avec le président Salva a donné un nouvel élan et l'appel qu'il nous a lancé a donné un nouvel élan à toutes les parties prenantes à l'accord de paix pour veiller à ce que cet accord soit appliqué. C'est donc pour nous un don de Dieu. So to us this is a gift from God. We are sure Nous sommes sûrs que le nouveau système de Khartoum tentera de faire en sorte que plus de relations qu'auparavant soient établies. Nous ferons appel au nouveau système pour assurer que le pays devienne stable dès que possible. La stabilité au Sud-Soudan, le processus de paix au Sud-Soudan affecte aussi le Nord, économiquement et sur le plan sécuritaire. Je pense donc qu'ils vont se concentrer pour que rien ne soit perturbé. Au cours de cette rencontre, le souverain pontife a de nouveau plaidé pour la paix et la réconciliation, rappelant son souhait de pouvoir prochainement effectuer un voyage au Soudan du Sud. Pour rappel, le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir avaient signé en septembre dernier à Addis Abeba, avec le soutien de Khartoum, un nouvel accord de paix prévoyant un partage du pouvoir et visant à mettre un terme à plus de 5 ans d'une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions d'habitants à fuir leur foyer. Ce journal se poursuit au Niger. Les enseignants des 8 universités publiques poursuivent leur grève entamée depuis maintenant 3 mois. Ils exigent l'annulation de la décision portant nomination des recteurs. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur interpelle les parlementaires qui s'apprêtent à adopter les textes portant réforme de l'enseignement supérieur. Le véritable problème réside moins dans le système électif et son remplacement par un système de nomination de recteurs que dans la capacité du gouvernement à doter les universités publiques du Niger de moyens conséquents pour leur fonctionnement régulier. Force est de reconnaître que les faiblesses du système électif des recteurs mises en avant ne sont qu'un alibi pour politiser l'espace universitaire. Honorables députés, refusant obstinément de respecter les règles en vigueur, en interrompant le processus électif en cours à l'université d'Andy Kodon de Maradi, le gouvernement s'engage dans une réforme inopportune. Plutôt que de mettre en œuvre les recommandations de la rencontre de Tawa d'avril 2018, ayant identifié les problèmes des universités publiques du Niger et les réponses appropriées aux yeux de toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur, le gouvernement décide unilatéralement d'une réforme anachronique. La réforme actuellement engagée par le gouvernement n'est alors qu'une fuite en avant qui déstabilise les universités publiques du Niger au moment où la communauté universitaire dans son ensemble s'attelait à normaliser les années académiques. Par ailleurs, comment comprendre que le Niger, qui s'apprête à accueillir un important rendez-vous de l'Union africaine visant à renforcer la démocratie et à jeter les bases du développement durable de notre continent, veuille remettre en cause un système de gouvernance démocratique universitaire qui constitue un modèle pour bien d'universités africaines. Et parlant toujours de la grève dans les universités nigériennes, les étudiants victimes collatérales du bras de fer entre enseignants, l'Union des scolaires nigériens les accuse de prendre l'enseignement supérieur en otage. Une situation qui risque de déboucher sur une année blanche. On écoute le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens. Ces deux copains d'hier, ces deux amis d'hier, que sont le SNEX et le gouvernement, sont en train de prendre en otage, comme dans leur habitude, l'enseignement supérieur au Niger. Et aujourd'hui, la seule victime de ces bras de fer irresponsables et non patriotiques n'est peut-être que l'étudiant nigérien. Cet étudiant dont aujourd'hui, il faut le rappeler, se trouve être le maillon le plus faible de la chaîne, et ce n'est que ce gouvernement étudiant. Nous sommes une grande organisation qui se respecte et qui devrait s'imposer. Et par voie de conséquence, nous ne pouvons aucunement pas glisser
dans une pièce théâtrale aujourd'hui animée par le gouvernement et les SNEX, sans pour autant nous rassurer des positions et des objectivités des uns et des autres. Et nous ne pouvons en aucune manière nous laisser intimider, nous laisser manipuler par les seuls ennemis d'hier. Parce qu'il faut appeler les chats par son nom, que sont les SNEX et le gouvernement. Ces derniers n'ont jamais été des acteurs qui ont été là pour l'enseignement supérieur au Niger. Ils ont toujours été les deux acteurs qui ont pris en otage l'enseignement supérieur au Niger. Et via ce point de presse, le comité directeur de l'USN fustige au premier point la radicalisation des positions du gouvernement et du SNEC et appelle les deux parties à un dialogue. Parce que même dans les guerres mondiales, la finalité a été le dialogue. Puis au Pakistan, une bombe a tué plusieurs personnes ce vendredi, disais-je. Elle a explosé dans un marché de Quetta, la capitale du Baloutchistan, la plus instable des provinces du Pakistan. Plus de précisions à travers ces images. L'explosion d'une bombe sur un marché de Quetta, la capitale du Baloutchistan, fait plusieurs morts et blessés. Selon le chef provincial de la police, 8 des morts appartenaient à la minorité chiite Hazara et l'un des tués faisait partie des forces de sécurité. Les autres victimes sont des personnes travaillant sur le marché aux fruits. D'après un policier en poste sur le marché, l'endroit était bondé au moment de l'explosion qui s'est produite tôt ce vendredi matin. Une faction des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque réalisée selon elle en partenariat avec un groupe extrémiste sunnite responsable de nombreuses attaques contre les chiites au Pakistan. Le groupe extrémiste sunnite n'a toutefois pas revendiqué directement l'attentat. Le Baloutchistan, frontalier de l'Iran et de l'Afghanistan, est le carrefour de nombreux trafics de tout genre. Des groupes armés extrémistes et séparatistes y sont également actifs. Environ 500 000 des 2,3 millions d'habitants de Quetta sont Hazara. Selon le chef de la police, cette communauté chiite est si régulièrement ciblée que des policiers et des forces paramilitaires assuraient la sécurité du marché visé où ils ont l'habitude de se rendre. La direction de l'ONG Amnesty International pour l'Asie du Sud a pour sa part qualifié l'attaque de rappel douloureux des menaces auxquelles la communauté Hazara de Quetta continue de faire face. En dépit de cette attaque, la sécurité s'est très nettement améliorée au Pakistan, où les attentats constituaient la routine entre 2001 et 2015. Voilà, c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.